Bienvenue à vous cinq. Merci d'être là. Cette table ronde, nous allons partager pendant 45 minutes. Je vais vous équiper de ces micros et nous allons commencer par peut-être quelques éléments de contexte. D'après France Stratégie et le gouvernement, 1 million d'emplois seraient créés entre 2019 et 2030, dont 2 tiers dans les services marchands. Toujours selon cette même étude, le secteur de l'IT est le deuxième secteur le plus pourvoyeur d'emplois, avec 180 000 postes créés à horizon 2030, derrière le secteur de la santé avec 410 000 postes et devant le secteur du BTP avec 135 000 postes. De son côté, Pôle emploi estime que 80%, c'est énorme, 80% des métiers de 2030 n'existent pas. La principale raison, vous le savez, c'est des sujets qu'on développe et qu'on traite ici, bien sûr, par-dessus tout, l'IA, la robotique ou encore l'AVR qui provoquerait, selon Pôle emploi, un mouvement nouveau, tout nouveau, disruptif sur le marché du travail. Le secteur de l'IT aurait créé, selon Pôle emploi, 34 000 emplois en 2022. Le sujet est le suivant, et je le rappelle, guerre des talents dans l'IT, comment recruter, comment former, comment fidéliser dans un contexte de pénurie des talents dans la tech. C'est à cette question que nos intervenants vont répondre. Merci infiniment d'être parmi nous. Je vous sais convaincu, je vous sais très engagé sur tous ces sujets et on va bien sûr le vérifier. Mais avant cela, je voudrais faire un petit tour de table pour vous présenter et vous êtes peut-être les mieux placés pour vous présenter. Je vais vous demander peut-être de nous parler un petit peu de vos sociétés et puis de la fonction que vous occupez dans vos sociétés. On commence par vous, Claire Lecoq, vous qui êtes directrice générale adjointe d'Epita. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, l'Epita, c'est une grande école d'ingénieurs du numérique. C'est l'école la plus tech de France. Donc, c'est pas simplement des gens qui pensent le numérique, c'est des gens qui le font en vrai. Et un numérique qui est robuste, qui tient le choc pendant 10 ans, 30 ans, en intégrant des problèmes de sécurité, de maintenabilité, etc. Avec des dizaines de milliers d'étudiants qui sont répartis sur plusieurs campus en France, voilà, pour avec compléter. 3500 étudiants 3500. répartis sur 5 villes en France, donc Paris, ville historique, Rennes, Strasbourg, Lyon et Toulouse. La pénurie des manœuvres, ça concerne tout le monde et on va en parler effectivement avec le leader de la cosmétique, L'Oréal, Laurent Carrier, Head of Tech Factory L'Oréal. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, L'Oréal, je ne vais pas vous la présenter, comme cette société fantastique et historique. Et ce que les gens savent beaucoup moins, c'est que on consomme beaucoup de tech. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'on teste nos produits, on fait de la tech, il y a des robots, il y a de l'intelligence artificielle déjà depuis longtemps sous d'autres formes. On fabrique des devices qu'on présente au CES. Nous remportons des prix sur la tech innovation. Donc L'Oréal est un gros consommateur de tech et on a besoin de beaucoup de talents féminine, si possible, ce qui serait bien. Le message qu'on fera passer également tout au long de cette soirée. On a des formateurs, vous l'avez compris, on a également des employeurs, on a également des plateformes. Et je salue Jean-Charles Varlet pour Crème de la Crème, il est CEO. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir, ravi d'être ici. Donc Jean-Charles Varlet, cofondateur, CEO de Crème de la Crème, plateforme sélective de freelance tech. On a la particularité de travailler exclusivement avec les grandes entreprises, CAC 40, SBF 120, justement à naviguer dans cette guerre des talents et à sourcer et gérer les freelances grâce à notre plateforme. Mais on en parlera un peu plus en détail. Je vais parler d'employeurs, je vais parler de celles et ceux qui recrutent. Et notre prochaine invitée va justement vous parler également de tout cela. C'est une femme très engagée. Les femmes dans la tech, c'est bien sûr un de ses leitmotifs, mais pas que. Il s'agit de Siam Alali, CEO et directrice transformation et stratégie pour BGT Group. Bonsoir. Bonsoir à tous. Siam Alali, donc directrice de la transformation numérique. J'ai créé ma société l'année dernière, donc précédemment de développeuse, lead tech, responsable des études, DSI CTO, ma carrière en règle générale. Et l'année dernière, j'ai créé ma propre société justement pour aider l'ensemble des entreprises sur toute la partie transformation numérique, organisationnelle, processus en agilité et toute la partie cybersécurité, RGPD, etc. Et je suis également présidente de l'association Women of Influence, qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 abonnés. On a plus de 300 femmes. Donc cette association, ce sont des femmes dans la tech. Énormément de femmes dans la tech, parce qu'il y en a quand même. Et du coup, voilà, c'est plutôt des femmes C-level. Donc on est plutôt sur un format de CTO, DSI, Head of quelque chose, présidente, vice-présidente, etc. Merci Siam. Une plateforme aussi, et merci d'ailleurs d'avoir répondu tous les deux présents et favorablement à cette invitation, puisqu'on a 2 plateformes concurrentes. Et je salue Reda Mafou, directeur général de Malte. Bonsoir.
Bonsoir à tous et ravi d'être là également. Alors effectivement, je suis ravi de participer à cette table ronde et de la partager avec Jean-Charles parce qu'on aime bien dire que le monde du freelancing, c'est un océan qui est devant nous et au contraire, plus on est présent, nombreux à évangéliser, plus on sait que le monde de l'IT évoluera dans cette direction. Malte, qu'est-ce que c'est ? C'est une marketplace de freelancing qui aujourd'hui regroupe plus de 500 000 freelances, dont 320 000 en France et dont 110 000 dans le monde de l'IT, avec une dynamique qui est extrêmement forte puisqu'on double chaque année depuis 4 ans. Merci. Reda, on va commencer avec vous. Laurent Carrier, le groupe L'Oréal, c'est 88 000 collaboratrices et collaborateurs présents dans le monde entier. C'est un groupe français, c'est le numéro 1, c'est le premier groupe cosmétique dans le monde, présent dans 150 pays au travers de 36 marques. Vous avez naturellement beaucoup de besoins et c'est tout le paradoxe d'un groupe qui a priori est attractif. Il ne l'est pas dans certains services, dans certains domaines. Quels sont vos besoins de recrutement ? Quels sont finalement les profils pour lesquels vous avez le plus de mal à recruter ? Et expliquez-nous un petit peu toutes ces raisons. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on est confronté, comme tout le monde, à une tension forte sur le marché. Tout le monde cherche les mêmes talents, notamment autour de ces techs. Ensuite, c'est pas un réflexe pour beaucoup de techs de se dire « je vais aller dans un groupe de cosmétiques ». Ils vont plutôt se dire par première réaction Google, Microsoft ou je ne sais quel autre GAFA. Donc ou une start-up, il y a aussi... Vous avez une sacrée notoriété, on ne peut pas cacher. Non, ça, on va pas se plaindre. Mais ce qui explique que même pour des groupes de notre taille, avec notre notoriété, on est confronté à une pénurie, à une tension, à des attentes aussi de tous ces futurs collaborateurs qui ont évolué. Donc c'est aussi à nous de nous adapter. Il y a aussi d'autres formes de travail ou de collaboration qui sont apparues, notamment les freelances. Ça a été, on doit en tenir compte. Une partie du travail ou des missions dans nos groupes peuvent être confiées maintenant à des freelances. Et là, on doit aussi s'adapter, c'est-à-dire comment retenir aussi les meilleurs freelancers, les meilleurs experts. Donc c'est un monde complètement nouveau. Je dirais la position de force est inversée. Il fut un temps où il suffisait d'être L'Oréal pour attirer les meilleurs. Maintenant, ça suffit pas. Il faut leur donner envie de venir et les attirer. Le rapport de force a changé. On va le voir également avec nos plateformes Reda Mahfoud et Jean-Charles Varlet. On parle de pénurie des talents dans l'IT, mais certains métiers sont peut-être plus concernés que d'autres. Quels sont les métiers qui affichent le plus gros taux de pénurie ? Un de vous deux, pour répondre. On peut... on peut faire une réponse à deux. Je pense qu'on va se retrouver. Nous, ce qu'on observe chez Malte, c'est qu'il y a évidemment les compétences pénuriques classiques que tout le monde identifie, le monde de la cybersécurité, le monde des ingénieurs cloud qui font l'objet de demandes qui ont explosé depuis quelques années. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, si on rentre un petit peu dans le détail, des technologies qui sont devenues de plus en plus recherchées et qui ont en plus, de base, ont un volume de recherche qui est très fort, c'est-à-dire qu'on est en haut à droite de la matrice volume et évolution. Là, on a tous les ingénieurs Java qui sont typiquement de plus en plus des ressources qui sont pénuriques, qui sont recherchées. Et on a le no-code, low-code. Je sais que Laurent s'intéressait à ça depuis 2-3 ans, mais aujourd'hui, c'est tout en haut à droite aussi de nos matrices. Le monde du no-code, low-code est devenu extrêmement pénurique. Je ne sais pas si Jean-Charles... Je confirme. Donc la cybersécu, oui, forte demande chez nous. On travaille qu'avec les grandes structures, donc cybersécu, c'est un enjeu. Autant des consultants, des experts que même des RSSI. Donc cybersécu, premier gros point. Le cloud, évidemment, avec des archis, avec des experts, autant GCP, AWS, Azure. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est la famille de métiers et d'expertise qu'on voit en forte demande chez nous. Autant des experts machine learning que des data scientists pour analyser des grands datasets, des data engineers pour créer l'archi qui va permettre de capter et de gérer ces datasets, que même des spécialistes sur le langage naturel. Toutes ces nouvelles expertises qui se retrouvent dans la grande famille de l'IA, ça devient des métiers déjà en tension de ce qu'on observe chez nous avec la demande de nos clients. Le grand sujet RH depuis quelques années, c'est aussi l'attractivité, travailler la marque employeur. Est-ce que, paradoxalement, tous les clients qui travaillent avec vous travaillent leur attractivité auprès des freelances, qui est en somme un paradoxe, si c'est le cas?
Pas assez. On essaie beaucoup de communiquer, d'évangéliser autour de cette notion-là. On aime bien dire aussi que les managers doivent être formés à manager des équipes hybrides qui sont composées à la fois de CDI et de freelance. C'est pas du tout le même rapport. D'un côté, on a de l'autorité hiérarchique avec un lien de subordination. De l'autre, on a plutôt une roadmap avec, au contraire, plutôt une vigilance à avoir sur la notion de subordination. Donc, tout ça, effectivement, est en mouvement très rapide. Nous, ce qu'on conseille beaucoup à nos clients, c'est au moment de rechercher des profils, d'être dans une posture de recrutement, parce qu'en général, quand on fait appel à des freelances, c'est bien parce qu'on a un petit peu de mal à trouver ces profils-là. Il faut être extrêmement précis, il faut être vendeur, il faut savoir parler des valeurs, il faut savoir parler des missions, et bien en parler, pas simplement afficher ces valeurs, mais bien les vendre. Il faut bien se mettre à la place des personnes en face, qui sont des personnes qui ont le choix. Et une fois qu'on se met dans ce mode de recrutement, dans ce mode de recherche, bah effectivement, on réussit à être plus performant en conversion. Jean-Charles, le salaire, c'est toujours un argument de choix ou au contraire, pour poursuivre justement sur l'attractivité, est-ce qu'il y a d'autres finalement arguments qui pèsent encore plus que le salaire sur le marché? Qui pèse plus que le salaire, peut-être pas, mais vous avez de nouveaux critères qui rentrent en jeu. L'équilibre vie pro, vie perso, c'en est un. La flexibilité et le télétravail, c'en est un. Les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'elle a un impact sur la société, sur l'environnement, c'en est un. Mais le critère du salaire reste super important aujourd'hui, que ce soit pour du CDI ou que ce soit pour un TJM freelance. Ça fait partie quand même du critère important, on va pas se le cacher. Kiam, vous le disiez, je le disais précédemment, vous êtes la présidente de Women of Influence, organisation qui œuvre justement pour intégrer toujours plus de femmes dans la tech. On ressent seulement 17% de femmes dans la tech, ce qui est très très peu. Ma question est très simple, pourquoi les femmes sont si peu nombreuses dans la tech et comment les attirer, ces femmes, pour qu'elles arrivent dans la tech et qu'elles soient plus nombreuses que 17%? Clairement, c'est une très belle question, mais je pense que, en règle générale, attirer les femmes dans la tech, ça commence déjà par la scolarité. Et ça commence, comme vous le disiez, petit. Donc aujourd'hui, on a beaucoup fait de focus sur la scolarité, mais plutôt au niveau universitaire. Clairement, il faut revoir les choses et plutôt se positionner au niveau primaire et essayer d'acculturer justement cette culture de l'IT dès le plus jeune âge pour que les personnes puissent y accéder. Également pour la partie féminiser justement les équipes IT. Aujourd'hui, indépendamment de la partie scolarité, université, lycée, etc., et d'avoir de beaucoup plus de cours de mathématiques ou d'informatique directement dans les établissements, il est impératif que les parents puissent également pousser les enfants à aller dans des universités, de prendre des filiales scientifiques, technologiques, mais également les professeurs, également les conseillers d'orientation. Indépendamment de ça, vous avez également en entreprise énormément de femmes. Donc l'idée, c'est d'avoir du mentorat, pousser davantage les femmes à prendre les filiales technologiques, alors qu'elles viennent d'un monde juridique, qu'elles viennent d'un monde marketing, etc. Les orientations professionnelles, on le voit bien avec des reconversions professionnelles qui existent aujourd'hui, c'est de pousser et accompagner ces femmes dans ces filiales-là. Par contre, la chose qu'il faut faire absolument et qu'on fait peu, c'est on les pousse soit, mais on les accompagne pas forcément. Donc, il faut encourager les femmes à aller dans les services de la tech. Il faut promouvoir les femmes à des postes à responsabilité. Parce que pousser une femme dans du développement, là où elle est pas forcément à l'aise, l'IT, c'est pas que du dev. On est chef de projet, on est business analyst, on est UX design, on est cybersécu, data, etc. Il y a pléthore de métiers et donc je pense qu'il est important d'écouter ces femmes qui souhaitent aller dans ces filiales-là et leur donner la possibilité d'y aller et surtout de les accompagner. Et c'est l'intérêt également de mobiliser tout un écosystème. On parle là d'un événement qui a sa place dans l'écosystème de la tech parisien. Et c'est vrai que c'est aussi un moment de vous sensibiliser, de vous dire, allez-y, levez-vous, réveillez-vous et manifestez-vous, mobilisez-vous pour justement intégrer et surtout recruter plus de femmes dans la tech. On va passer avec vous, Claire Lecoq. Vous êtes, je le dis, une école qui compte plus de 8000 diplômés présents dans plus de 2000 entreprises. C'est énorme. L'EPITA est présente à Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse et Rennes. 7 campus au total. Vos étudiants diplômés, alors ça c'est énorme, sont en moyenne sollicités par 6 employeurs, hein, ce qui fait quand même de l'école une bonne école. C'est une très bonne école, mais c'est une tension qui est assez usuelle. Alors comment vos étudiants choisissent leur employeur quand ils sont dragués par plus de 6 employeurs? Comment ils font? Est-ce que je peux vous détruire votre animation et revenir sur la question de la féminisation? Allez-y, détruisez-la, on dit les choses, on est là pour dire la vérité. Je crois qu'il faut qu'on assume ce qu'on a produit. Il y a eu des femmes
dans l'informatique. D'ailleurs, ce sont les femmes qui ont fait l'informatique. S'il y a si peu de femmes dans l'informatique aujourd'hui, c'est qu'on l'a fait exprès. Donc ça, il faut déjà que collectivement, on se dise que dans le tournant des années 80, on a exprès construit des rôles modèles extrêmement masculins pour exclure les femmes de la tech. Si on ne partage pas ce constat, si on ne partage pas non plus le constat qu'on a fait exprès de dévaloriser la science, donc je rebondis sur ce que vous disiez, alors on ne peut pas réattirer les jeunes ni vers la science, ni les jeunes filles vers ces métiers hyper-tech. Alors, on peut se déplacer dans l'histoire, hein, mais en 1840, quand on disait ce qui est très très bien, ce qui est très très dur à faire, c'est l'assemblage des composants, faire des petits robots. On dit c'est difficile, c'est pour les hommes, c'est le hardware. On construit ce mot hardware en disant fait pour les hommes. Pendant ce temps-là, les automatismes de calcul pour calculer les trajectoires, faire atterrir des objets sur la Lune, etc. C'est facile, donc c'est pour les femmes, c'est le software. Software, ça veut dire, dans notre histoire, fait pour les femmes. Donc j'aime bien rappeler ça. Et quand on regarde dans les pays qui sont un peu plus féminisés, par exemple, on va en Malaisie, on voit comment ils construisent les rôles modèles exprès pour qu'il y ait des femmes. Quand on a un regard sur les autres, on trouve toujours que c'est très critiquable. Ça permet après de revenir chez nous et de nous demander comment on construit nos rôles modèles. Mais en Malaisie, on explique que c'est très bien les métiers de la tech, du numérique pour les femmes, parce que c'est bien, elles peuvent être en télétravail et s'occuper de leurs enfants. Je sais pas, ils n'ont pas de père. C'est bien pour les parents d'être en télétravail. Ensuite, on leur dit, c'est bien, vous prenez pas les transports, comme ça vous vous faites pas agresser. C'est intéressant, si on pouvait garantir la sécurité de tous les citoyens, ce serait pas mal. Et un des derniers arguments, il y en a deux, il y en a un, c'est un métier de clavier, donc un métier de secrétaire, et qui est moins intense. Et le dernier, c'est pas un métier physique. Moi, je tiens à rappeler que 60% des travaux d'agriculture en Afrique sont faits par les femmes. Donc même cet argument, je le réfute. Alors du coup, quand on veut redéconstruire, si on regarde dans les enquêtes d'orientation, nous les parents, on est 2/3 à expliquer à nos petites filles « Ah ben non, il faut pas aller vers des métiers de la tech, ils sont trop masculins, c'est des sweats à capuche, ils sont pas gentils. » Y a rien de vrai. Il y a rien de vrai. Il n'y a pas plus ouvert qu'un informaticien, parce qu'un informaticien, il travaille pas tout seul, à ce que je sache. Ils travaillent en équipe multiple. Déjà, il faut qu'ils se parlent entre eux parce qu'il n'y a aucun service qui est produit sans qu'ils soient en équipe. Et il est au service de toute la société, de tous les types de clients, des associations, de tous les domaines d'application. Donc, il n'y a pas plus ouvert qu'un informaticien. Et alors après, on dit, oui, mais alors, les filles, elles sont très attachées aux métiers qui ont des valeurs, la protection. Donc, évidemment, il faut les emmener vers des métiers de santé. Et alors, défendre la République, faire de la cyber, défendre les grandes organisations, ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'on retravaille tout ça dans des messages extrêmement forts vers la jeunesse, comme on fait des campagnes sur l'artisanat, comme on fait des campagnes sur d'autres domaines, sur d'autres industries. Il faut faire une grande campagne sur les métiers de la science ont du sens et les métiers de la science sont évidemment des métiers où il faut de la mixité. Si on pense des services je le fais exprès, par des équipes d'hommes blancs de 42 ans et qu'on doit les déployer sur la planète, à quel moment on pense que ce qu'on fait est pertinent? On va justement continuer. On va continuer justement. Merci d'avoir complété effectivement cette précédente question posée également à Siam. On va maintenant se concentrer sur effectivement, et ça va intéresser tout comme l'autre sujet précédent, celles et ceux qui nous suivent, cette question sur ces étudiants qui sortent, qui sont sollicités par 6 employeurs. Comment ils font vos étudiants qui sont dans votre école et qui sont forcément dragués par le marché du travail? Comment choisissent-ils leur employeur? Alors, évidemment, la question du salaire elle est évidente, mais c'est un seuil. C'est-à-dire que ils veulent être respectés. Et après, une fois que les employeurs ont passé ce seuil, donc en informatique, il y a un chiffre qui est un peu magique, c'est 42. Donc, un jeune diplômé en dessus de 42 000 euros, il se sent pas respecté, hein, pour faire très très pragmatique. Mais une fois qu'on a passé ce seuil, c'est vraiment la mission et les valeurs de l'entreprise. Et alors tout sauf du washing, du ethic washing, du greenwashing. De manière très concrète, les étudiants commencent à nous demander des rankings des entreprises
pour qu'ils puissent avoir de la même façon qu'on rank les écoles, c'est comme ça qu'ils nous ont choisis, pour qu'ils puissent avoir des éléments critiques sur... Il y a du marketing, il y a des missions qui sont affichées, il y a des réalisations. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'il y a des gens qui ont audité ces missions? Et ça leur parvient. Alors c'est bien que je vous ai comme voisin, parce que bizarrement mes diplômés vont pas beaucoup quand même chez L'Oréal, mais typiquement ils me parlent de missions, de la place des femmes dans l'entreprise et de la façon dont L'Oréal, ça va bien illustrer dont L'Oréal reconsidère la place des femmes dans l'entreprise, pas en redéfinissant les espaces de travail par rapport à des espaces de travail masculins, en disant ils sont comme ça, on va les adapter aux femmes. C'est pas une réponse en fait. En disant mais si on avait dû créer des espaces de travail pour les femmes, comment on les aurait fait? Et donc ils rediscutent les valeurs de l'entreprise et ils attendent de leur employeur. C'est plus une relation de subordination, c'est une relation de coopération dans laquelle ils vont challenger leur management en leur disant comment vous allez me faire grandir. Donc ils sont extrêmement, ils mettent beaucoup de pression sur leur management. Et si ça les satisfait pas, alors ils bougent. Le rapport de force, là aussi, on l'a compris, c'est bien déplacé avec ces nouvelles générations qui entrent dans le marché du travail et qui sont exigeantes sur ces points que vous avez à l'instant présentés. 29% des freelances en France travaillent dans le secteur de l'IT, 96% des freelances dans la tech sont freelance par choix, ce qui est énorme. Pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, Reda et Jean-Charles, le modèle de freelancing est-il une solution pour les entreprises? J'imagine que vous allez me dire oui, mais encore faut-il dire pourquoi. Jean-Charles. Merci. L'accès au talent a changé. Je peux commencer à dire ça, c'est que l'explosion du freelance, c'est un fait. Bientôt 1,5 million de freelance en France en 2030, donc c'est en plein boom. Pour une entreprise, ne pas regarder les freelances, ce serait une erreur stratégique. La manière dont vous recrutiez il y a quelques années n'est pas celle dont vous allez recruter aujourd'hui ni demain. Donc oui, le freelancing est une alternative aujourd'hui au CDI. Oui, dans la guerre des talents, aller chercher du côté des freelances est une solution. Donc la réponse est oui. Et est-ce qu'on n'a pas un problème finalement aussi de laisser un petit peu aussi son savoir-faire à la concurrence ou au marché? Quelles sont les bonnes pratiques peut-être aussi également pour peut-être intégrer, pour attirer et pour justement intégrer son freelance dans une équipe de façon à ce qu'il soit vraiment considéré comme un véritable membre de son équipe? J'imagine que ça aussi c'est des sujets que vous devez regarder de très près tous les deux. Oui, alors peut-être juste avant de répondre à votre question et ensuite j'enchaîne, il y a un petit élément peut-être additionnel par rapport à ce que disait Jean-Charles, spécifique au monde de l'IT. En fait, le monde de l'IT connaît par cœur le freelancing. Il faut arrêter de le présenter comme une nouveauté. Quelque part, c'est quelque chose qu'on connaît tous depuis 10 ans. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que le monde de l'IT aborde le freelancing comme une part qui est complètement intégrée dans le fonctionnement standard du monde de l'IT. Moi, j'ai juste un exemple que j'aime bien donner. Il y a 2 ans, Accenture, Capgemini, ne faisait pas appel à des freelances. C'était presque un petit peu caché, un peu tabou. Aujourd'hui, ils viennent nous voir et ils nous demandent comment est-ce qu'on peut les aider. Parce qu'ils considèrent que justement l'IT est une solution complètement incontournable à ce que vous disiez, c'est-à-dire combien et comment les entreprises ont besoin des freelances. Ensuite, comment est-ce qu'on les intègre, comment est-ce qu'on fait attention effectivement à les intégrer et surtout à les fidéliser. Eh bien, on parle de marque employeur freelance, on parle d'onboarding freelance. On demande de plus en plus à nos clients d'identifier quelqu'un qui s'occupe des freelances dans l'entreprise. Tout ça, c'est des bonnes pratiques. Je terminerai juste par une recommandation qu'on a bien donnée, c'est il faut faire attention au collectif tout en préservant la différence. Et donc, faire attention au collectif, c'est évidemment avoir des freelances, avoir des CDI qui travaillent ensemble. Faire attention aux différences en parallèle, eh ben, c'est évidemment symétrie d'attention, mais pas les mêmes attentes de part et d'autre. Peut-être pour compléter, un freelance, c'est aussi un collaborateur. C'est un collaborateur, certes, sur une durée plus courte, mais c'est aussi un collaborateur. Et donc, quand on parle de marque employeur ou d'onboarding, il faut aussi s'occuper des freelances de la même manière qu'on onboard un salarié. Donc, onboarding, oui, et aussi offboarding, parce qu'en fait, un freelance, une fois qu'il part, il va se faire, VRP de l'entreprise, la bonne parole ou la mauvaise parole. Donc, si l'offboarding est raté, vous laissez la chance aux freelances qui, dans les communautés, parlent beaucoup, de donner une mauvaise image de la mission et du cadre. Donc,
Onboarding, offboarding, oui, c'est un sujet essentiel lorsqu'on collabore avec des freelances. Et pas forcément mobiliser les freelances sur des sujets, on va dire, avec peu d'intérêt. C'est tout le paradoxe, parce qu'on reste quand même dans un secteur hautement stratégique, on reste dans un secteur où effectivement on veut mobiliser les bonnes ressources au bon moment, on est dans un secteur où tout va très vite, où il faut effectivement être très agile. C'est tout le paradoxe, je le disais, dans un secteur qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre, où il faut être vite et être capable d'être réactif. Comment le secteur de l'IT doit-il se renouveler pour attirer? Vous, je sais, Laurent, pour L'Oréal, que vous faites vraiment en sorte, vous me l'avez dit en amont, lors d'un échange pour préparer un petit peu cette table ronde, que vous, c'est vraiment une conviction que vous avez depuis longtemps, c'est féminiser vos équipes, et vous n'avez pas attendu 2023, et vous n'avez pas attendu toutes ces années pour féminiser, et pourtant vous avez du mal. Comment est-ce que justement vous faites pour embarquer des femmes dans votre service? Effectivement, c'est un challenge de tous les jours, hein, parce que paradoxalement, même si on a, je dirais, le souhait et la vision de le faire, on a une pénurie. Alors déjà qu'on a la pénurie des candidats, alors la pénurie des candidates est quand même assez forte. Il y a beaucoup d'autocensure aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains postes qui font peur aux femmes dans le numérique. Par exemple, architecte. Une architecte féminine, c'est très compliqué à recruter. On a beaucoup de mal. Donc là, il faut vraiment casser les modèles, et ça, c'est un travail qui se fera pas en quelques années, malheureusement. Casser les modèles, c'est casser les représentations. Casser les représentations. Il y a plein de fantasmes. Hein. Enfin, quand je discute, le geek avec le pull col roulé, qui travaille jusqu'à 3 heures du matin en mangeant des chips et en regardant des séries Star Trek, ça reste dans le modèle féminin, hein, parce que les hommes ont du travail à faire, les femmes ont du travail à faire, elles-mêmes elles reproduisent des schémas entre elles, etc. Donc en fait, il faut accompagner, expliquer que les postes sont ouverts. Et la première chose que je fais, moi je dis je fais pas de l'IT. Parce que l'IT, de suite, ça fige. Je fais de la tech. Et la tech, il y a un panel de métiers. L'IT est un métier dans la tech, mais pas que. Surtout, on est sur du wording, là. En gros, voilà, tech, IT. Bon, non, parce que on fait des services numériques, on vend des devices qui sont dans des boutiques, qui sont dans un univers que les femmes connaissent. Donc c'est important de dire on ne fait pas de l'IT pour de l'IT. Nous, on fait de l'IT à la fin pour vendre un rouge à lèvres, un fond de teint, etc. Donc déjà, de présenter plus son métier et de ne pas parler et donner du sens. Voilà, hein, vraiment, et de dire vous êtes là pour développer l'entreprise, contribuer à sa croissance et faire en sorte d'atteindre des objectifs collectifs. On travaille en projet, on travaille ensemble, et souvent, je dirais certains skills des femmes sont très utiles dans la gestion de projet, hein, sans reproduire des modèles, mais un petit peu quand même. Mais elles ont aussi une façon d'approcher les choses. Nous, on vend des produits essentiellement pour les femmes, donc quand même, c'est quand même très utile d'avoir un regard de femmes sur nos produits, la façon de les faire et les futurs services. Comment le secteur de l'IT doit essayer de se renouveler pour attirer, et pour toujours plus attirer? Tout à l'heure, Siam, vous nous disiez plus de femmes dans des postes, ça serait dans des postes stratégiques. Ça, c'est déjà une des solutions. Et pourtant, il y a de nombreuses femmes qui quittent la tech. Comment les garder, ces femmes, justement, pour continuer à renouveler, pour continuer à attirer, pour les fidéliser? Je vais peut-être juste compléter la petite question précédente, juste pour qu'on imagine un peu le scénario. Vous êtes dans un open space où il y a que des hommes, d'accord? Je suis architecte, j'arrive dans l'open space. Comprenez l'inquiétude de ces femmes. Donc, jusqu'à un moment donné, je pense qu'il y a une culture d'entreprise à mettre en place, qu'on le veuille ou pas. Il y a une population assez massive d'hommes dans la tech, et on a besoin justement de toute cette bienveillance de ces hommes pour accueillir ces différentes femmes. Je vais juste clôturer le sujet là-dessus. La question étant que les femmes quittent la tech. Et pourquoi les femmes quittent la tech, et comment peut-on faire pour que les femmes ne quittent pas la tech? Tout simplement, aujourd'hui, que vous avez pas mal de ces types de scénarios où vous êtes souvent dans des open space, excusez-moi, masculines, et peu de femmes dans ces lieux-là, avec pas mal
de stéréotypes, etc. Donc les femmes ont beaucoup de mal à rester dans la tech tout simplement parce que l'évolution de la carrière n'est pas là forcément. On leur propose pas des postes à responsabilité, des postes de CTO ou voire autres. On le voit bien avec l'étude, le rapport de BCG et de Sista qui est assez alarmant sur le positionnement des femmes dans la tech. Ce que je pense, c'est que vraiment, et je réinsiste là-dessus, c'est qu'il faut impérativement accompagner les femmes dans ces formations, accompagner les femmes dans des postes à responsabilité. Encore faut-il si elles le veulent, hein, parce qu'il y a des femmes qui souhaitent rester développeuses et pas forcément être directrices à un moment donné dans leur carrière. Mais il faut vraiment les accompagner vers ce qu'elles veulent faire. Et donc du coup, on a vraiment tendance à pousser les femmes dans la tech. C'est pas vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui. On doit accompagner ces femmes sur ce qu'elles souhaitent faire sur la suite de leur carrière professionnelle. Claire, démystifier les métiers et être capable de sensibiliser au métier de l'IT dès le plus jeune âge avec toutes les parties prenantes de la société, ça c'est un élément. Ça c'est une réponse pour attirer dans l'IT. Et c'est très facile. Et comment alors? Et c'est très facile parce que c'est extrêmement ludique l'informatique. Il faudrait qu'on forme sérieusement. Il faut que l'éducation nationale prenne ça au sérieux parce que j'ai envie soit de pleurer, soit de mourir de rire quand on me dit que l'enseignement NSI au lycée est fait sérieusement. On vient de recruter 70 profs, les autres, ils ont été reskillés, si on veut réutiliser nos termes. Mais c'est pas des profs d'info, ils sont débordés par les jeunes qui globalement en savent plus que. Si on reprend de tout petit, en fait, c'est très facile de jouer avec un Arduino. Nous, on a des assos d'étudiants qui parcourent un peu toute la France et qui vont dans des écoles primaires. Et moi, par exemple, j'ai animé un atelier où on faisait faire des petits bricolages des petits écrans où ils pouvaient commencer à jouer. On en a pour 2 heures mise en place et alors c'était très drôle parce que en plus j'étais dans un quartier défavorisé, les Tarterets pour ceux qui connaissent. Donc tous les a priori, je me disais alors dans un CM1 au Tarteret, quand je vais demander si ils peuvent aller faire ingénieur en numérique, ils vont me dire que c'est pas accessible. Et quand je vais demander si effectivement c'est genré, ils vont me dire bah oui c'est pour les hommes. Eh ben j'ai tout faux. J'ai tout faux. Ça veut dire qu'en CM1, ils sont encore complètement perméables et ils sont tous sortis de l'atelier en disant ça a l'air super fun ces métiers, j'ai envie de jouer avec ça. Donc il faut qu'on arrive à former les instituteurs, mais il faut les reformer en sciences, hein, parce que ils parlent beaucoup mieux d'histoire géo et de littérature que de mathématiques. Donc il faut reconsolider tout ça. Vous parliez également des rôles des entreprises et des associations pour agir dès le plus jeune âge. Comment elles font ? Et donc le problème, effectivement, c'est la force de frappe. C'est-à-dire que si moi, EPITA, avec mes 8000 diplômés et mes 5 villes, j'essaye de mailler mon territoire, c'est infiniment petit par rapport au nombre d'écoles primaires qu'il faut couvrir, parce qu'il faut taper aux primaires. Hein. Et donc, si on disait tous les employeurs qui disent avoir des problèmes pour recruter, si on disait toutes les écoles qui disent avoir des problèmes pour recruter des étudiants, si on se disait tous, on oblige chacun de nos collaborateurs à aller dans le collège, le lycée ou l'élémentaire de leurs enfants. Là, on maillerait le territoire. Et c'est pas un effort considérable si absolument tout le monde s'implique dans cette mission. Et effectivement, après, il faut des grandes campagnes pour avoir un discours unifié, pour former à la déconstruction, à la reconstruction. Mais il faut qu'on arrête. Moi, je trouve ça un peu hypocrite parce qu'on dit oui, on manque de talent. Et que fait-on ? Que fait-on massivement ? Donc, il faut s'y mettre sérieusement, tous ensemble, chacun, en disant chaque personne doit faire un collège, un lycée ou un élémentaire. À mon avis, on couvre le territoire. C'est un engagement à petite échelle, mais la somme des engagements à petite échelle conduit à un engagement à grande échelle. Absolument. Merci Claire. Reda et Jean-Charles, alors vous, votre mission à tous les deux, c'est bien sûr d'adresser les bons profils de freelance aux entreprises. Ça, on l'a bien compris, mais vous disruptez complètement le fonctionnement des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a en face des services métiers et de là des services RH. Qui doit recruter ? Comment doit-on recruter ? La question que je vous pose à tous les deux.
Alors, des services RH, des équipes métiers et des services achats. Et comment on doit se structurer? Parce que par rapport à tout ça, quand même qu'on se le dise, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'avoir de RH qui doivent être parfois très surpris de voir un petit peu la façon dont on peut recruter pour répondre à des besoins sur les métiers. Le sujet des freelances dans l'entreprise doit être global. Il doit autant parler à la direction des achats que la direction RH, que évidemment aux équipes métiers, aux opérationnels. Les plateformes doivent répondre à tous ces enjeux. Elles doivent être utilisées par les DRH, par les directeurs achats et par les équipes métiers. Et je pense que c'est ce qu'on fait avec nos plateformes sur ce marché. Elles sont utilisables par toutes les parties. Elles répondent à différents enjeux. Le budget, ça va être une chose que va regarder le directeur des achats, qui va pouvoir suivre sur la plateforme. Le DRH qui l'utilise, il va pouvoir réduire son temps de recrutement et le diviser par 10, il va être content. Et puis les équipes métiers, ce qu'elles veulent finalement, c'est du renfort rapidement pour faire décoller leur projet. Donc les plateformes doivent répondre aux enjeux des différentes équipes, le tout dans une stratégie globale. Là où ça coince encore un peu aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de politique unifiée de la part de la direction de ces grandes boîtes, avec un seul message et une ligne directrice. On a une politique RH, une politique achat, et entre les deux, les opérationnels qui essaient de faire avancer les projets. Bon, donc il y a encore du boulot sur la partie politique des entreprises pour unifier tous ces enjeux. Est-ce que vous êtes aligné justement? Complètement aligné. Je le reformule un tout petit peu. Nous, la manière dont on aime bien aussi le partager, on aime bien parler de stratégie de compétences. On aime bien dire à nos clients que ce qui prédomine, ce qui est important, c'est trouver la compétence et réfléchir avec un prisme qui est celui-ci plutôt que d'opposer les modèles contractuels, ce qui amène une barrière à l'entrée, ce qui amène de la lenteur, ce qui amène pas forcément les meilleures décisions à long terme. Et donc, si on raisonne compétences, si on raisonne gestion prévisionnelle des compétences, assez vite, on se met dans la peau plutôt d'un DRH que d'un directeur des achats. On est un peu plus au service de l'entreprise et notamment des DSI. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous, la préco, qu'on donne beaucoup, c'est réfléchissez plutôt talent, compétences, comme beaucoup d'autres pays voisins en France, et ne sacralisons pas le CDI comme quelque chose qui est un prérequis avant d'aller trouver le meilleur profil. Laurent. Oui, donc je voudrais quand même faire une petite remarque importante, c'est que quand même si on souhaiterait des fois mettre un peu les gens sur le même plan d'égalité, le contexte réglementaire, droit du travail, un freelance n'est pas un collaborateur. Donc attention, c'est quand même la limite des fois de l'exercice. C'est comme ça en France. Les lois dans d'autres pays sont différentes. Donc à l'échelle d'un grand groupe, le sujet des freelances, c'est un sujet assez complexe. C'est pas un sujet simple à manipuler. On a nos collaborateurs, on a nos CDI, on a nos partenaires historiques, infogérants ou autres, et les freelances. À l'échelle d'un groupe, nous on utilise les différentes ressources et le job, c'est d'utiliser la meilleure ressource au meilleur endroit en respectant le droit, la réglementation, etc. Donc c'est un exercice qui est quand même des fois délicat. Vous avez une contrainte juridique, on l'a bien compris. Pour mettre un terme à cet échange et à cette table ronde qui a pour intitulé Guerre des talents dans la tech, vu que l'écosystème est avec nous, ce qui se fait de mieux dans la place parisienne, les décideurs sont là. Je vous propose peut-être pour le mot de la fin, comment l'écosystème doit-il relever le défi dans un événement comme le nôtre qui est prescripteur, qui est game changer? On commence avec vous, Siam. Quel est le mot de la fin que vous souhaiterez adresser à celles et ceux qui nous écoutent? Nous, par exemple, chez PGT Group, on accompagne l'ensemble des entreprises et des services achats justement à recruter la perle rare, parce que c'est toujours le mouton à 5 pattes qu'on essaye de trouver. De par mon expérience professionnelle, j'ai pu accompagner de nombreuses entreprises pour la féminisation, on en parlait tout à l'heure, bien évidemment, et également pour les différents talents qu'on recherche justement ces fameux moutons à 5 pattes. Je dirais tout simplement que le service achat doit vraiment se rapprocher en règle générale des directeurs de la tech pour passer les différents entretiens. Parce qu'on a souvent un service RH qui fait des entretiens et peut-être qu'il passerait à côté de CV qui seraient pertinents par la lecture ou une mauvaise lecture ou autre de ces candidatures. Et je pense que vraiment
le marché est tellement tendu que je dirais que quand vous recrutez des collaborateurs, essayez un maximum de vous dépêcher de faire des entretiens pour que, à l'espace de 2-3 jours, vous puissiez donner la réponse à ces candidats. Parce que ce soit des freelances, que ce soit du CDI, aujourd'hui, il y a pléthore d'emplois sur le marché. Donc, il faut impérativement que les entreprises aujourd'hui soient pertinentes dans la recherche des collaborateurs et surtout du circuit de validation des candidats. Merci, Siam. Laurent, pour L'Oréal. Ouais. De notre côté, on a un rôle à jouer, c'est-à-dire effectivement d'être auprès des écoles, des associations, de faire des campagnes. L'Oréal fait partie de plein de programmes pour donner l'accès à des gens, pas seulement que les femmes, d'ailleurs, attention, parce que on est aussi dans un mouvement très communautaire en général. Alors, il y a les femmes, les handicapés, je dirais alors les seniors qui sont aussi notre population. On peut donner aussi l'accès à la tech à quelqu'un qui a passé sa carrière sur des vieux systèmes et à l'upskiller, etc. Donc vraiment, les grandes entreprises, nous on a un rôle un peu de locomotive, de tirer et d'ouvrir nos portes au maximum à toutes ces populations, parce que nous on s'adresse aux femmes et aux autres, pour les attirer au niveau de la tech, et d'essayer de donner aussi plus de sens à ces métiers de la tech pour vraiment faire adhérer les gens à des stratégies d'entreprise. C'est surtout ça qui est important. Claire, pour Epita. Alors effectivement, on parle juste de 10% de PIB. Le manque de talent, pour qu'on remesure ce dont on parle, c'est le manque de talent, les projets qu'on relève pas, c'est 10% de PIB en France. C'est énorme. C'est 9 milliards. Donc il faut qu'on ouvre beaucoup plus grand nos portes à toutes les diversités, qu'on aille chercher tous les talents, qu'on soit beaucoup moins conservateur et du haut de ma qualité de directrice générale adjointe d'une grande école d'ingénieurs, Dieu sait qu'on est dans des mondes conservateurs. Il faut qu'on arrête de penser qu'il n'y a que les ingénieurs qui peuvent relever les défis de transformation et qu'un ingénieur, c'est forcément quelqu'un qui a fait un bac S. Ça n'existe plus, mais c'est pour schématiser. Donc il faut que nos écoles s'adaptent pour pouvoir intégrer des profils extrêmement variés avec de niveaux sociaux différents, de cultures différentes, de genres différents. Ça veut dire une révolution dans la façon de les former. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe, parce que pour que ça ce soit possible, il faut qu'on développe les différents statuts des élèves et que les entreprises s'impliquent plus dans les dispositifs d'apprentissage, parce que ça c'est un vrai levier d'ouverture sociale. Il faut que les entreprises aussi bougent sur le fait qu'il n'y a pas juste effectivement les diplômés Bac+5 qui ont une valeur dans les entreprises, mais que les diplômes intermédiaires sont aussi intéressant. On a affaire en plus à une génération qui a été cassée par la Covid, qui sait plus trop où elle en est et qui donc va probablement sortir plus rapidement et qui va devoir être accompagnée dans le monde du travail. Parce qu'ils vont sortir de nos écoles plus tôt que prévu. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la dernière chose, effectivement, c'est reskilling et upskilling. Je pense que les entreprises, elles sont dans des process de transformation. Si je prends des banques, il y en a beaucoup qui ferment des agences. Que deviennent ces cadres, ces femmes cadres qui étaient dynamiques, prometteuses? Est-ce qu'on peut pas les reskiller vers des métiers de management du numérique? Et puis de toute façon, la tech, c'est très bien pour les femmes aussi, et c'est ça qu'il faut leur dire. Parce que je vois pas pourquoi on pourrait être chirurgien et que ça va très bien à une femme, et que penser une architecture informatique, ce serait trop tech. Merci. Claire, Jean-Charles, pour Crème de la Crème, le mot de la fin. Je dirais que la guerre des talents, la pénurie des talents, on va en parler chaque année en fait. C'est pas un sujet nouveau, donc faut changer quelque chose. Et la reco, ça serait de s'ouvrir, je pense déjà, s'ouvrir aux nouvelles formes de travail, s'ouvrir aux nouvelles formes contractuelles, s'ouvrir aux plateformes, s'ouvrir aux freelances. Ça nécessite pas mal de choses, ça nécessite, comme je disais juste avant, des politiques un peu plus unifiées, décloisonner les différents enjeux, les différentes équipes. Donc ça nécessite aussi pas mal de courage aussi des fois, mais donc l'ouverture, je dirais, pour gagner cette guerre des talents. Merci Jean-Charles. Reda. Et pour ma part, 2 mots pour conclure. Le premier, on a beaucoup parlé de pénurie de talents, de guerre des talents.
Nous, on aime bien dire qu'on est une entreprise de 650 personnes, mais il n'y a que 100 freelance. Pourtant, notre métier, c'est de faire du freelancing. Donc, on croit beaucoup dans la complémentarité entre le salariat et le freelancing. On croit beaucoup aussi à cette vision-là comme une vision long-termiste. Et c'est celle qui amène de la compétitivité, c'est justement de réfléchir à cette complémentarité pour que quand on a besoin d'agilité, de vitesse, d'innovation, de créativité, on fasse plutôt appel à des freelances. Et quand on a besoin d'engagement, quand on a besoin de personnes qui se projettent sur le long terme, qui deviennent un asset pour l'entreprise, c'est plutôt le salariat qui est la solution. Et mon deuxième élément de conclusion, mais qui fait plutôt la jointure finalement entre les deux choses dont on a parlé ce soir, d'un côté la place des femmes dans le monde de la tech et de l'autre le monde du freelancing. C'est pareil, on est assez convaincus et puis la data le montre que le freelancing est aussi une solution pour favoriser la place des femmes dans le monde de l'IT. On a fait une étude avec le BCG qui montrait que dans le monde du salariat, c'est 86% d'hommes et 14% de femmes dans le monde de l'IT. Et si on regarde les freelances, on est à 75-25, c'est 10%, mais c'est 10% d'une assiette qui est immense et c'est extrêmement important. Donc le freelancing est aussi quelque chose qui amène de l'attractivité pour féminiser les populations IT. Merci à tous les 5 d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous, Siam Alali. Merci à vous, Laurent Carrier. Merci à vous, Reda Mahfoud. Merci à vous, Jean-Charles Varlet. Merci également à vous, Claire Lecoq. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. IT Forum. IT Paris, et DIMS, c'est la fin de cette première journée, mais pas de panique, on se retrouve bien sûr dès demain. Avant cela, bien sûr, je vous invite à bien profiter de cette soirée.